Édition. Édition. Spéciale. Séminaire. Mass FM. Yo tout le monde, c'est votre animateur Youssef Emliah qui s'adresse à vous. On est le vendredi 25 novembre et j'espère que vous allez bien. Cette émission du matin devrait vous plaire. Monsieur Lefroy va se faire interviewer par Malak Karim, puis Zineb va interviewer Monsieur Sekat et Monsieur Benkiran. Nous allons aussi entendre le rap de Nizar, Nous dormirons. Nous avons aussi une interview de Monsieur Le Morvan par Enzo Marchetti. Et puis nous finirons par l'interview de Madame Sigel par Malak Karim. Mass FM. Mass Union Live, par vous, pour vous. On se retrouve avec Malak Karim pour une interview et Monsieur le proviseur adjoint Cyril Lefroy, merci d'être passé aujourd'hui. Merci à vous. Malak, vous aviez des questions à lui poser. Oui, Youssef, j'ai à mes côtés Monsieur le proviseur adjoint Cyril Lefroy. Bonjour Monsieur. Bonjour Malak. Pouvez-vous parler des ateliers et du rapport entre ces derniers et le projet d'établissement ? Les ateliers sont au nombre de 8. Je n'ai pas pris ma liste des ateliers pour tous les citer, mais enfin, vous connaissez, je pense, la liste de chacun d'entre eux et le thème. Et le rapport avec le projet d'établissement. L'objectif de ces ateliers, c'est de définir différents objectifs sur des thèmes qui sont définis à travers ces ateliers, qui peuvent être la communication, l'orientation, l'autonomie des élèves, la stratégie des langues, puisque vous savez que l'OSUI, c'est quand même 2 cultures, 3 langues, et c'est même impropre, puisqu'on est même jusqu'à 4, avec aussi d'autres éléments, je dirais pas plus anecdotiques, mais qui sont un peu moins communs, comme le développement des médiathèques, sont des outils importants pour vous, pour nous, d'un point de vue pédagogique, pour vous en termes aussi de travail, de recherche et encore d'autonomie, parce que c'est un endroit où en général vous allez seul, même si après vous avez d'autres moments avec vos enseignants. L'objectif de ces ateliers est donc de définir des objectifs à travers ces différents petits points pour en faire des actions que l'on va proposer sur une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon les actions qui sont menées. Certaines sont plus ponctuelles, certaines sont sur la durée, avec la volonté derrière cela de construire à la fois l'établissement, à travers son projet, à la fois l'élève, le relationnel entre les enseignants, les parents et les élèves aussi, de manière à avoir un établissement qui soit harmonieux pour tous, un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu d'apprentissage et pas simplement une salle de cours dans laquelle on rentre et on ressort. Vous le vivez au quotidien en faisant cette radio et ce qui n'a rien de pédagogique. J'ai envie de dire, au départ, c'est pas un cours. Vous n'avez pas cours de web radio, vous n'avez pas cours d'animation. Voilà. Donc, vous prenez en charge vous-même déjà des éléments qui sont très importants et qui débordent du simple cadre programme scolaire. Le projet d'établissement, ça ne peut pas être les programmes scolaires. Ça, c'est extrêmement restrictif. L'établissement, c'est bien plus qu'une simple application des programmes scolaires. Et dans votre discours, vous avez parlé des points adoptés pour l'apprentissage. Vous avez également mentionné le fait d'accompagner les élèves pour permettre de réussir, de progresser et de développer leurs compétences. Éclairez-moi, s'il vous plaît, sur ce sujet. Au quotidien, c'est ce qui est à définir à travers le projet d'établissement, avec ses différentes tâches. Au quotidien aussi, ce sont les enseignants qui vous proposent autre chose que les programmes. Là, j'aperçois M. Juma dans le studio qui vous propose, via cette web radio, de faire tout autre chose, comme on l'a dit, que le programme scolaire. Tout autre chose, attention, qui ne semble pas être un lien direct. En fait, en réalité, c'est lié quand même à la prise en charge de la citoyenneté, de l'autonomie. Donc c'est pour les élèves, faire autre chose que simplement un cours de mathématiques, c'est moi qui le dis. C'est pour faire autre chose aussi que simplement assister à un cours. Vous êtes là hors du temps scolaire, puisque vos camarades, eux, pour certains d'entre eux, sont en atelier, d'autres sont à la maison, et vous faites une autre activité. Ça développe chez vous des compétences qui sont tout autres que celles académiques attendues dans le programme, ou en tout cas notées comme telles, et qui permet, à mon avis, à chaque enfant de progresser selon ses envies et ses compétences. Quand vous êtes en atelier théâtre, c'est autre chose qu'un cours de mathématiques encore. Quand vous êtes sur la web radio, quand vous êtes ensuite à l'association sportive, vous faites des éléments qui apportent une richesse pour chacun d'entre vous, qui vous permet de développer des compétences propres, particulières, et qui, à mon avis, permet de développer, du coup, votre personnalité. Tous ces éléments-là sont des facteurs de réussite, selon ce que vous en ferez, selon ce que l'élève en fera. On va vous donner les outils, on va vous donner les éléments pour vous développer. Après, il y a aussi toute une partie qui dépend effectivement de l'élève, ce qu'il en fera, ce qu'il aura envie d'en faire. Si là, votre action d'animateur radio, d'intervieweuse, de technicien ou autre, vous permet dans quelques années de vous dire tiens, je serai ingénieur du son parce que cette partie-là m'a intéressé, voilà, vous avez gagné et nous, on a gagné quelque chose. Moi, en tout cas, je serais content d'avoir réussi à vous donner ce petit élément-là, en plus. La partie officielle des programmes, on va vous le donner. C'est la base, j'ai envie de dire. On ne peut pas se contenter de la base. L'objectif n'est pas de faire de vous des élèves qui ont le bac, c'est de faire de vous des adultes déjà prêts à entrer dans leur vie professionnelle d'étudiants.
professionnel. C'est déjà un métier pour moi. Voilà, Votre réponse, vous l'avez un peu dit lors de votre conférence, vous avez parlé d'intégrer une dimension citoyenne à tous les enseignements, c'est-à-dire former des futurs citoyens. Oui, des citoyens à part entière et qui ont une connaissance bien plus élargie que le simple cadre scolaire. Ce que vous faites là, ce que font les élèves quand ils participent à des forums d'orientation, des métiers, ils rencontrent autre chose que simple cadre scolaire. Et à 18 ans, quand vous allez quitter l'établissement, il faut que vous soyez autre chose que de simples élèves. Il faut que vous soyez de jeunes citoyens prêts à entrer consciemment dans leurs choix et les assumer ensuite pour aller jusqu'au bout de leur volonté avec les compétences qui sont les leurs, pas simplement scolaires. Pour pouvoir améliorer la citoyenneté marocaine. Ah, mais la citoyenneté au sens large, mondial, je vois pas d'étiquette citoyen marocain, citoyen français. Enfin, je veux dire, le temps de la mondialisation, même si c'est un terme un peu galvaudé depuis quelque temps, mais non, vous êtes des citoyens du monde, vos cursus à l'étranger le montrent tout le temps. Si on fait le bilan, ça fait partie d'un des ateliers sur la mobilité internationale des élèves. Actuellement, la dernière promotion, pas 2016. Les dernières promotions sur lesquelles on a les résultats d'orientation, c'est-à-dire 2015, 55% des élèves du lycée partent en France. Le reste, non. Donc vous voyez, on ne peut pas dire. Donc le reste, c'est le Maroc, pour beaucoup quand même. Un tiers, c'est une nouveauté depuis quelques années, parce qu'il y a de nouveaux établissements. Mais c'est le Canada, c'est la Chine, c'est la Belgique, c'est le Sénégal, c'est la Russie, c'est la Roumanie. Qu'est-ce que j'oublie encore comme pays? C'est l'Espagne. Voilà. Enfin, vous êtes des citoyens du monde, et donc la citoyenneté marocaine, non. Il faut avoir une connaissance du Maroc complète. Il faut avoir une connaissance de votre pays, évidemment, ou de votre culture. L'apprentissage de la langue arabe, l'histoire-géographie en langue arabe. Je trouve que l'OIB n'a pas sa place encore telle qu'elle devrait être dans cet établissement. Ça, c'est pour faire plaisir à M. Juma. Mais pas que. Effectivement, parce que la connaissance du Maroc est nécessaire, parce que de toute façon, vous êtes des citoyens du monde en devenir, mais pour beaucoup aussi, vous allez revenir au Maroc, vous installer professionnellement, de manière familiale ou autre, mais en tout cas, vous allez revenir aussi au Maroc. Donc oui, des citoyens du Maroc, sans aucun doute, mais des citoyens bien plus que du Maroc. Et grâce à ce projet d'établissement, qu'est-ce que vous voulez renforcer et consolider dans les années à venir ou en général ? Là, je vais presque me répéter sur plein de choses que j'ai pu dire là depuis quelques minutes, mais de faire de vous des élèves qui soient moteurs pour l'établissement à terme, pour leurs camarades des générations à venir, mais qui soient moteurs pour leur propre pays aussi. Parce que vous êtes, là par contre, on va parler avant tout marocain, à 98% dans l'établissement, et donc vous êtes amené à revenir dans le pays ou à travailler avec des orientations près du pays. Or, comme tout pays, il y a des besoins de développement, comme tout pays, il y a besoin d'aller plus loin, et je pense que c'est là où on aura réussi si on fait de vous les futurs cadres, les futurs moteurs de ce pays, mais aussi des autres. Et enfin, selon vous, quels sont les enjeux d'avenir auxquels Massignon devra faire face ? Massignon ou les élèves de Massignon ? Massignon en lui-même doit faire face aussi à des demandes qui vont beaucoup évoluer. Les programmes, on les voit évoluer vite. La demande de citoyenneté, la demande d'apprentissage vers le numérique, la demande d'apprentissage des langues, c'est des choses vers lesquelles Massignon va devoir évoluer et va devoir faire face sans crainte particulière, parce que les élèves sont réceptifs, parce que les familles le sont aussi, et parce qu'on est déjà en train de s'armer pour cela. Mais l'évolution, on ne peut pas toujours l'anticiper. Donc oui, le développement du numérique, à quel niveau, jusqu'où il faut aller. Le développement des langues vivantes, à l'heure actuelle, vous avez 3 langues vivantes dans l'établissement, arabe, anglais et espagnol. Est-ce suffisant ? Parce que le poids de la Chine, du point de vue économique, le poids, on va dire, de l'Inde aussi, qui est un pays émergent et à fort potentiel, est-ce que des langues autres que ces 3 que j'ai citées ne vont pas être nécessaires prochainement, par exemple ? Cette internationalisation nécessite, à mon avis, davantage d'apprentissage de langue encore. Bien maîtriser ces 3-là, ça c'est clair. Ce sera déjà un atout formidable. Et ensuite, s'ouvrir vers d'autres langues. Le numérique va à une vitesse telle que est-ce qu'on sera capable de faire face à cela, notamment dans l'enseignement, j'en sais rien, mais ça va être effectivement une difficulté. Et après, Massignon lui-même ici, peut-être faire face aussi à la concurrence d'autres écoles qui proposent d'autres projets, et donc savoir s'adapter. Pour des élèves, à quoi devront-ils faire face ? Je pense aux mêmes difficultés que Massignon en lui-même, même si la concurrence ne les concerne pas particulièrement, mais aux mêmes difficultés, puisque pour beaucoup, il y a des changements dans les modes d'apprentissage, il y a des changements dans la manière d'aborder ce que certains ont vu d'une manière classique, on les aborde de manière différente, les programmes changent, la transdisciplinarité de beaucoup de travaux. La réforme du collège apporte aussi des travaux interdisciplinaires. Il y en a un petit peu au lycée, ce sont les TPE, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Et donc là aussi, ça va être une difficulté pour certains élèves. Certains d'entre vous, les plus jeunes en tout cas, ont vu la disparition des notes au collège. C'est aussi des mouvements et des choses totalement différentes et qui peuvent créer des difficultés pour les élèves, notamment au début. Donc il va falloir s'adapter. Merci beaucoup, monsieur, pour votre temps et pour cette interview. Merci à vous. Donc merci beaucoup, monsieur Cyril Lefroy, d'être passé dans notre radio.
On a une interview en ce moment de Zineb Mechialami, d'élève du CVL, Omar Sekat qui est délégué et de Jad Benkiran, son suppléant. Zineb, tu voulais qu'il t'éclaire sur quelques points. Oui, donc bonjour Omar, bonjour Jad. Bonjour. Pouvez-vous nous préciser quel est votre rôle en tant que délégué et suppléant du CVL? Donc en fait, on a été élus, moi et Jed, il y a à peu près un mois. Notre fonction au sein du CVL, c'est en fait de représenter les élèves et de faire un lien entre les élèves et l'administration. Notre but, c'est d'améliorer la vie des lycéens, permettre de faire des soirées, pourquoi pas, le vendredi soir au lycée, des gymnases, c'est des projets qui sont en cours, ouvrir le foyer. On a plein de choses à faire pour améliorer la vie des lycéens, surtout que c'est un nouveau lycée, donc il y a plein de choses à améliorer, à créer et à faire dans le lycée. Pouvez-vous nous dire si ce lien à faire entre les élèves et l'établissement est assez facile ou c'est une tâche un peu compliquée? Tout d'abord, il est facilité par l'administration, c'est formidable déjà. Franchement, Omar fait un bon boulot déjà. On forme un beau couple. Donc en fait, Jad, il le dit très bien et d'une manière très adroite, c'est que le problème du nouveau lycée Massignon, c'est que il n'y a pas d'âme dans le lycée. Il faut donner un esprit Massignon. Et cet esprit Massignon, c'est à nous de le donner. C'est un rôle, un boulot qui doit être fait par les élèves, pas que les délégués du CVL ou du CVL OSUI, mais par tous les élèves. Les élèves normaux, entre guillemets, si je peux dire, les profs et aussi l'administration. Donc vous êtes aujourd'hui ici dans le cadre du séminaire. Pouvez-vous nous dire de quel atelier vous faites partie? On a participé à l'atelier sur la communication dans l'école. On a fait le bilan, le constat, la rétrocution de la communication. Par exemple, les moyens employés par les professeurs pour communiquer des informations, par Pronote, les mails, Edmodo, utilisés par Monsieur Juman. On a divisé en deux la communication que doit adopter le lycée Massignon. En fait, il y a une communication interne et une communication externe. On a détecté un peu des manques vis-à-vis de la communication interne et externe qu'il faut améliorer. Par exemple, la communication entre les parents et les élèves. Comment améliorer la plateforme digitale du site, parce que le site du lycée Massignon n'est pas tout le temps réactualisé. Il a besoin d'être plus souvent alimenté pour permettre aux personnes externes d'être informées sur les informations qui courent dans le lycée. Donc, pouvez-vous nous préciser quel est le rapport entre ces ateliers et le projet d'établissement? Déjà, améliorer l'image de l'école à l'extérieur, par exemple par rapport aux publicités, créer des sites avec les élèves. En fait, les ateliers sont, comme si on peut dire, un laboratoire pour élèves, pour professeurs. Comment améliorer les relations entre élèves, parents et professeurs. C'est pour cela qu'il y a de tout. Il y a les professeurs, les élèves et aussi les parents. Donc c'est un lieu d'échange, c'est aussi un lieu de partage. Pendant ces ateliers, vous êtes mélangé avec des élèves, des professeurs, des adultes. C'est pas très dur de s'intégrer dans ces ateliers, de s'imposer, de prendre la parole, de dire ce qu'on pense? Jad n'a pas de difficulté par rapport à ça. Il a beaucoup de charisme, je pense pas qu'il y ait de problème. C'est vrai que parfois, dès le début, on est un peu intimidé par la présence d'adultes. On n'a pas l'habitude de parler avec des adultes, mais on est facilement, disons, intégré par les professeurs et les adultes qui sont bienveillants à notre égard et on leur rend notre bienveillance en participant le mieux possible, en représentant le mieux la voix des élèves. Vous dites représenter la voix des élèves, mais pouvez-vous nous dire qu'est-ce que, en tant qu'élève, vous pouvez apporter à ces ateliers? Déjà, on peut donner notre point de vue d'élèves que les enseignants ne peuvent pas comprendre. On a pu constater que les enseignants, on peut leur apporter beaucoup. C'est-à-dire qu'on a un point de vue interne par rapport au fonctionnement de l'école et tout ça. Vous donnez un exemple ou une anecdote concrète que vous avez passé ces 2 derniers jours? Anecdote, il y en a plein. On a eu la chance d'avoir un directeur de communication de Publicis qui est venu, comme par hasard, participer à l'atelier. Ça nous a permis de parler, il nous a appris beaucoup de choses. Et aussi, le fait que Jad Benkiran soit venu en retard ce matin, c'est une anecdote, je veux dire ça. On s'est beaucoup amusé. Donc, vous vous sentez bien intégré dans vos ateliers? Ouais, on a intégré. Et quelles sont vos espérances par rapport à ces ateliers? Je pense beaucoup d'espérance, beaucoup d'objectifs. On a appris beaucoup de choses pendant ces 2 journées. On a appris qu'il fallait donner une âme à Massignon, qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Et c'est tout à fait normal parce que c'est seulement le début d'une grande histoire. L'histoire du nouveau lycée du Massignon, avec des grandes infrastructures, un grand bâtiment. Donc je pense qu'on est confiant vis-à-vis du futur, de l'avenir du lycée du Massignon. On pense qu'il aura un grand avenir. Et cela le prouve avec ce congrès où on peut échanger avec des personnes issues de plusieurs lycées de tout le Maroc, d'Essaouira, de Rabat, de Tanger, qui sont venus échanger avec nous pour comment donner une belle place à l'OSUI au Maroc. Merci beaucoup pour nous avoir donné de votre temps. Oui, merci à toi Zineb pour cette interview riche en informations et merci à Omar et Jad d'être passés aujourd'hui.
ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent. C'était hier que je te l'ai dit. Nous dormirons ensemble. Nous dormirons ensemble. Oui, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain. Je n'ai plus que toi de chemin. J'ai mis mon cœur entre tes mains. Avec le tien comme il va l'amble. Tout ce qu'il a de temps humain. Nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut sera. Le ciel est sur nous comme un drap. J'ai refermé sur toi mes bras. Et tant je t'aime que j'en tremble. Aussi longtemps que tu le voudras, nous dormirons ensemble. Édition Spéciale. Séminaire. Mass FM. On se retrouve pour une interview de la part d'Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour. Et aussi nous avons à nos côtés monsieur le directeur de Bouskoura 1, monsieur Le Morvan. Bonjour. Bonjour à vous. Donc Enzo, vous aviez des questions à lui poser. En effet, bonjour monsieur. Bonjour. Alors tout d'abord, pourriez-vous vous présenter à nos chers auditeurs? Oh, écoutez, ça va être assez bref. Donc je m'appelle Bruno Le Morvan, je suis actuellement directeur de l'école Bouskoura 1, après avoir été pendant 9 années directeur de l'école Mère Sultan. Voilà pour aller vite. Et donc, que pensez-vous de votre nouvel établissement, Bouskoura 1? Écoutez, je crois qu'on arrive dans un nouvel établissement et comme à chaque fois quand on arrive dans un nouvel établissement, on a besoin de se l'approprier, on a donc besoin de temps. On sait bien qu'on est dans une année un petit peu particulière. Cette année est d'autant plus particulière qu'on intègre un établissement d'une toute autre dimension. L'école Mère Sultan avait à l'époque environ 570 élèves pour aller vite. Aujourd'hui, on a à peu près le même nombre d'élèves, 600 pour ce qui concerne l'école Bouskoura 1, autant pour Bouskoura 2, mais surtout un établissement dans lequel on compte aujourd'hui plus de 3000 élèves. Donc on a un véritable changement d'échelle. Et cette année est d'autant plus particulière puisque, comme vous le savez, on s'installe et qu'il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour intégrer les lieux, prendre en compte ce nouveau contexte. On le voit bien, les élèves prennent leur place petit à petit. Les espaces qui étaient pensés, imaginés au moment de leur conception, finalement, sont différents à l'usage. C'est différent pour les élèves, c'est différent pour les enseignants, c'est aussi différent pour les parents d'élèves. Voilà, donc on a à repenser un petit peu tout ça, à modifier, effectuer des ajustements. Voilà, une année donc particulière, mais enthousiasmante parce qu'on dispose d'un magnifique outil. Voilà. Et vous avez évoqué durant votre discours les potentialités du groupe scolaire Louis Massignon en 2011, avant le projet d'établissement. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, alors nous avons été chargés avec Cyril Laufroy, et je pense que vous l'avez compris, parce que dans l'équipe de direction, nous sommes les deux anciens. Donc nous avons été chargés l'un et l'autre de présenter un bilan du précédent projet d'établissement. Alors moi, mon intervention n'est peut-être pas un discours, elle portait sur l'état des lieux. Donc on parle là de l'année 2011, l'état des lieux à ce moment, qui était évidemment différent. On était à l'époque, certains d'entre vous le savent, puisque vous étiez dans ces écoles à ce moment-là, on était à l'époque sur 3 sites primaires, à Inseba, Mère Sultan, Val d'Enfa, et puis un site collège-lycée. Et qu'à ce moment, il avait fallu faire un point sur notre situation. Alors on a fait état des potentialités de l'établissement. Rapidement, j'ai fait état d'abord nos points forts. Nos points forts étaient la qualité de l'enseignement. Quand je dis la qualité de l'enseignement, c'est en se référant notamment aux résultats aux examens, qui sont peu ou prou d'ailleurs les mêmes depuis plusieurs années, c'est-à-dire qui s'approchent, pour aller vite, de 100% de réussite au baccalauréat, d'un pourcentage aussi important au DNB. Et il en était de même d'ailleurs à tout ce qui est évaluation nationale dès le premier degré. Donc, bon, si on parle de qualité de l'enseignement en se fiant uniquement à ces indicateurs-là, on peut effectivement parler d'une qualité de l'établissement. On a aussi parlé c'était un point important, de la capacité de notre
des enseignants à se mobiliser sur un certain nombre d'actions, et sans doute parce qu'à l'époque, on était sur une échelle différente, on était sur des établissements qui étaient de plus petite taille, avec des gens qui étaient là aussi, là encore depuis un certain nombre d'années. Mais bien évidemment, c'est plus facile de mobiliser des élèves, des parents, et puis des enseignants sur des structures qui sont à dimension plus humaine. Là, tout l'enjeu, justement, je reviens à la situation actuelle, c'est de réussir à retrouver ces conditions afin de pouvoir mobiliser, eh bien, comme je vous le disais, les enseignants, les élèves et les familles. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre de points, et il faut les signaler, sur lesquels on avait à travailler, on a encore à y travailler. C'est la question de la continuité. La continuité, c'est-à-dire l'idée, c'est bien de prendre en charge l'enfant, l'élève plus exactement, depuis la petite section de maternelle jusqu'en terminale. Et ça, on avait déjà à y travailler et on aura encore à y travailler. Voilà, pour aller vite, je ne vais pas recommencer exactement ce que j'ai dit hier, ce serait un petit peu long, je pense. Et Madame Catherine Bellus nous avait décrit ce qu'était un projet d'établissement pour le secondaire. Oui. Et qu'est-ce qu'il est exactement pour le primaire ? Alors, le projet d'établissement sur lequel donc l'ensemble de la communauté éducative travaille sur ces 2 jours, c'est, j'ai envie de vous dire, définit un petit peu les modalités de la mise en œuvre, ne serait-ce que des programmes de l'école. C'est un petit peu ça le projet d'établissement, en tenant compte du contexte particulier. Le projet d'école, ou je devrais dire les projets d'école, ils vont se décliner du projet d'établissement. C'est-à-dire que finalement, les axes directeurs qui seront définis et déterminés pour le projet d'établissement seront peu ou prou les mêmes pour les projets d'école. Si on fait référence à ce qui relève par exemple des stratégies linguistiques, de l'apprentissage des langues, c'est un axe fort de notre établissement, et bien il va se décliner évidemment de manière différente. Alors on va parler par exemple de favoriser la section OIB au lycée, et puis au niveau des écoles, eh bien, c'est la poursuite de la mise en œuvre des classes 3 langues, par exemple. La question de la citoyenneté, eh bien, elle fera aussi partie des projets d'école, sans doute définis de manière un petit peu différente, mais on sera... Voilà, donc c'est bien une déclinaison. Le projet d'école est une déclinaison du projet d'établissement. Et donc, pouvez-vous nous faire un lien entre le projet d'établissement primaire et secondaire ? Le lien, eh bien, le lien, c'est évidemment qu'à travers ces projets d'école, parce que comme vous le savez, il y aura 4 projets d'école finalement différents. On ne va pas rédiger le même projet d'école parce qu'il faut aussi tenir compte des contextes, qu'on le veuille ou non. Quand on est à Mers-Sultan, en centre-ville, on n'est pas dans le même contexte que quand on est ici. Ne serait-ce par exemple que si on fait référence à l'accès aux structures sportives. Bon, ici... On va avoir accès le plus tôt possible, je l'espère, à la piscine, par exemple, pour tout ce qui est enseignement de la natation. Eh bien, pour ce qui concerne le site Mers-Sultan, les choses sont un petit peu différentes, de par l'éloignement et de par la situation de l'école Mers-Sultan. Donc, on va avoir effectivement 4 projets d'école qui vont se ressembler parce qu'il est important qu'il y ait la même offre éducative que l'on soit élève à Val d'Enfa, Mers-Sultan ou Bouscoura. Pour autant, il faudra tenir compte de ces contextes. Et quelles sont donc vos ambitions pour le primaire ? Eh bien, écoutez, nos ambitions pour le primaire, c'est que nos élèves apprennent dans les meilleures conditions possibles, le mieux possible, et que pour chacun d'entre eux, on fasse en sorte qu'ils progressent à la vitesse et qu'il puisse nous donner le maximum de ce qu'il peut faire. On parle aujourd'hui beaucoup de parcours individualisés, c'est-à-dire que ces parcours, moi j'ai l'habitude de le dire, chaque année en début d'année, on sait bien que si dans l'ensemble nous avons affaire à de bons, voire de très bons élèves, par exemple, il y a un certain nombre d'élèves qui sont plus fragiles, pour un certain nombre de raisons, histoires personnelles, parfois, voilà, vous savez sans doute qu'on accueille, y compris des élèves handicapés, par exemple, ça fait partie de la culture et de l'ADN de notre établissement. Donc cette question des parcours, eh bien, même pour des élèves qui sont très en difficulté dès le début de leur scolarité, l'objectif sera de les amener le plus loin possible, dans les meilleures conditions possibles. Et comment les amener justement le plus loin possible ?
Et là, ça, c'est tout le travail qu'on a à mener avec l'équipe enseignante. Et quand on dit parcours individualisé, si je reprends l'exemple de ces élèves qui sont les plus fragiles, même s'ils ne sont pas majoritaires, mais ça va être d'adapter le travail, de leur apporter les moyens nécessaires pour avancer au mieux dans leur scolarité. Je vous remercie, monsieur, d'avoir bien voulu nous accorder votre temps précieux. C'est moi qui vous remercie. Oui, donc merci beaucoup Enzo pour cette interview et merci à vous, monsieur le directeur de Bouskoura 1, monsieur Le Morvan, d'être passé sur nos ondes. Et maintenant, une interview de Malak Karim de Madame Sigel, qui est prof d'anglais. Malak, tu avais quelques questions à lui poser. Oui, Youssef, j'ai à mes côtés Madame Sigel. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous à nos auditeurs et présentez aussi votre projet artistique. Oui, donc je m'appelle Julie Sigel, je suis professeure d'anglais au lycée Louis Massignon depuis 7 ans déjà. Je suis également photographe et également intéressée par les impacts de l'industrie textile sur notre environnement. Donc je vous ai fait ramener directement de la COP22 une exposition qui vous explique en fait comment vous pouvez devenir vigilant et devenir acteur en fait de ce que vous achetez et de ce que vous portez, et aussi connaître donc les aspects un peu néfastes de l'industrie textile sur la planète. Et comment l'organisation s'est déroulée? Avec qui vous avez pu mener à bien ce projet? Donc j'ai une amie qui s'appelle Isabelle Kay, qui est historiquement la fondatrice de la Fashion Week équitable à Paris. Donc, qui s'est occupé de ça pendant plusieurs années et qui finalement s'est rendu compte qu'on avait une certaine méconnaissance de tout ce qui est industrie textile équitable et produite dans des conditions humaines et écologiques qui sont assumables pour le consommateur. Et du coup, j'ai décidé, par son biais à elle, de faire venir cette exposition ici parce qu'elle était présente donc à la COP22 pour présenter cette exposition et également une exposition d'artisanat marocain qui s'appelait Parure, qui était en fait des gros colliers qu'elle a fait réaliser par des artisans marocains un peu méconnus ici. Et elle a aussi donné une conférence un peu plus spécialisée. Disons que ça, c'est plutôt de la vulgarisation, cette exposition. Elle a également donné une conférence où elle expliquait les méfaits de l'industrie textile sur la planète et en particulier comment ça se passe au Maroc, en fait, comment se passe la production, etc. Qu'est-ce que vous avez voulu déclencher chez les élèves? Alors, avec mes classes de première, on a déjà fouillé dans nos placards et on a regardé où étaient produits nos vêtements. On s'est rendu compte qu'ils étaient produits à 80% dans des pays sous-développés ou des pays du tiers-monde, et particulièrement dans des pays de la zone asiatique, Bangladesh, Cambodge, etc. Et j'ai voulu en fait créer chez eux une sorte de prise de conscience que la consommation de vêtements n'est pas innocente. C'est-à-dire qu'on a tous notre rôle à y jouer et qu'on a tendance aujourd'hui avec la fast fashion, j'entends par là les marques du style H&M, Zara, etc., à consommer pour un but qui est en fait de se vêtir. En fait, se vêtir ne demande pas d'avoir des milliers de t-shirts, ne demande pas d'avoir 15 jeans, ne demande pas, enfin voilà, une petite prise de conscience comme ça. Donc c'était l'objectif. Et du coup, la suite des événements, je l'ai faite avec classe de première STMG. On a fait venir cette exposition et on va organiser par après une grande collecte de vêtements et on va essayer de recruter des stylistes qui vont recréer des vêtements sur la base des vêtements qui ont été récoltés. Et vous aviez parlé des problèmes environnementaux du Maroc dus à la production de vêtements. Y a-t-il beaucoup de problèmes dus à ça au Maroc? Non, parce que le Maroc est un pays finalement qui s'est mis en conformité assez rapidement, ou en tout cas dans les apparences, pour ce qui est des conditions de travail des ouvriers et ce qui est du salaire minimum, etc. Tout est à peu près respecté. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez les étiquettes et que vous consommez des produits qui viennent du Maroc, c'est très souvent des produits qui demandent un savoir-faire plus important. Un t-shirt va être produit au Cambodge parce qu'on va payer un ouvrier même pas $2 par jour, tandis qu'une veste en cuir, un perfecto ou des vêtements qui demandent un savoir-faire plus important vont être produits au Maroc parce qu'on paye mieux les gens. De la main-d'œuvre. Ça dépend, oui, du type de main-d'œuvre. Mais après, il y a des gens qui ont un savoir-faire énorme aussi au Cambodge, mais simplement, comme c'est pas valorisé, les entreprises vont pas passer leurs commandes là-bas. Vous êtes également professeur d'anglais. Comment intégrez-vous cette démarche artistique dans vos cours? La démarche artistique, tu veux parler de en général? De ce projet. Ah, de ce projet, oui. Alors ce projet, c'était effectivement toute une étude et toute une séquence qu'on a fait autour de la fast fashion. On a étudié donc un documentaire qui s'appelle The True Cost, que je vous invite à aller voir parce qu'il est tout à fait disponible en streaming et qui finalement a ouvert les yeux aux élèves sur les conditions de fabrication des vêtements qu'ils portent, parce que c'est des marques qu'ils connaissent et qu'ils portent tous les jours. Ça les a vraiment touchés, je pense. Et du coup, la finalité, c'était d'avoir cette exposition. Et on l'a pas faite venir en anglais, mais on l'a étudiée en anglais dans la classe, parce qu'elle existe en anglais. Mais là, en l'occurrence, on a trouvé ça plus pertinent pour que tout le monde puisse en profiter, de la faire venir en français et en arabe. Donc, elle a été traduite en arabe spécifiquement pour la COP22. Je rappelle que vous avez déjà fait des photos, vous avez déjà exposé vos photos pour l'IFC. Comptez-vous renouveler ce projet et renouveler aussi le projet que vous avez fait avec vos élèves?
Non, je l'envisage pas particulièrement parce que après pour parler de ma vie privée, j'ai repris des études et du coup j'ai beaucoup moins de temps pour me consacrer à la photo. Donc je continue à faire de la photo, mais les expositions, j'ai un peu mis ça de côté pour le moment parce que je peux pas me multiplier. Donc voilà. Pour ce qui est du projet de la fast fashion, oui, bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui peut même être développé sur plusieurs semaines parce que par exemple là, comme on envisage de faire appel à des stylistes, etc., je pense que c'est un projet qui peut être reconduit sur plusieurs années, en effet. Merci beaucoup, Madame Sigel, c'était un plaisir. Je vous en prie, à moi aussi. Oui, merci Malak pour cette interview et merci à Madame Sigel d'y avoir participé. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Je remercie toute l'équipe de la radio Mass FM. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qu'on a interviewées aujourd'hui. Nous nous retrouverons plus tard pour l'émission de l'après-midi. Édition spéciale. Séminaire. Mass FM.